Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 novembre. Uhuru Kenyatta à Goma. Après les consultations à Kinshasa, l'ex-chef de l'État kényan s'est envolé pour le Nord Kivu, près du théâtre de guerre, pour prêcher la paix. Et puis, également, vous allez suivre à la une, s'unir pour faire entendre la voix. La RDC, le Brésil et l'Indonésie ont signé un accord afin de peser en matière de l'environnement pour ce qu'on peut qualifier des justices climatiques. Encore une fois, bonsoir à tous. Je le disais en titre, Uhuru Kenyatta est arrivé dans le Nord Kivu après 2 jours de travail pour le dialogue et la paix à Kinshasa. L'ancien président a atterri à Goma, une ville prise de panique alors que les combats semblent s'approcher de la mégapole. L'ex-chef de l'État qui prêche la paix a même échangé avec les déplacés. Plus de détails dans cet élément. L'ancien président est arrivé dans une ville de Goma prise de psychose alors que les combats sont à moins de 20 km de cette mégapole. De violents combats de Kibumba et de Kinyarushinya, et l'ensemble des affrontements dans le Nord Kivu ont forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur village. Ce matin, la ville de Goma a accueilli d'autres déplacés et ont fui les combats. Ce mardi, le président Kenyatta va faire un meeting pour parler aux déplacés. À Kinshasa, l'ancien chef de l'État a parlé avec les communautés des provinces du Nord et du Sud Kivu et celles de l'Ituri. Ces communautés ont demandé à Uhuru Kenyatta d'inciter tous les États, dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, à ouvrir un espace de dialogue avec leurs groupes armés opérant en RDC. L'ancien président a appelé les parties prenantes, y compris les groupes armés, à déposer les armes et qu'ensemble, avec le gouvernement et les médias, soit créé une synergie pour la paix en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Kenyatta a indiqué qu'il s'attelle à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC, Félix Tshisekedi, et à respecter la constitution du pays, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et plus de 200 000 personnes sont contraintes au déplacement dans les territoires de Rutshuru depuis la reprise de combat entre le M23 et l'armée loyaliste. C'est ce que révèlent plusieurs sources, et notamment l'Organisation internationale de migration, qui a rendu public un rapport qui raconte le calvaire de ces Congolais du Nord Kivu. Patience Lokeke et Voldi Kengi. L'ancien président est arrivé dans une ville de Goma prise de psychose alors que les combats sont à moins de 20 km de cette mégapole. De violents combats de Kibumba et de Kinyarushinya, et l'ensemble des affrontements dans le Nord Kivu ont forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur village. Ce matin, la ville de Goma a accueilli d'autres déplacés et ont fui les combats. Ce mardi, le président Kenyatta va faire un meeting pour parler aux déplacés. À Kinshasa, l'ancien chef de l'État a parlé avec les communautés des provinces du Nord et du Sud Kivu et celles de l'Ituri. Ces communautés ont demandé à Uhuru Kenyatta d'inciter tous les États, dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, à ouvrir un espace de dialogue avec leurs groupes armés opérant en RDC. L'ancien président a appelé les parties prenantes, y compris les groupes armés, à déposer les armes et qu'ensemble, avec le gouvernement et les médias, soit créé une synergie pour la paix en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Kenyatta a indiqué qu'il s'attelle à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC, Félix Tshisekedi, et à respecter la constitution du pays, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce même dossier, le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier à moins de poser des conditions. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui l'a dit. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait cette déclaration à l'issue de sa rencontre avec la délégation de l'Afrique de l'Est, conduite notamment par Uhuru Kenyatta, dans le cadre des consultations que l'ancien président a pilotées à Kinshasa. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Edouard Funda. Le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire
ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Je le disais en titre, le Brésil, l'Indonésie et la RDC ont signé un protocole d'accord en marge de la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les trois pays appellent la communauté internationale à l'indemnisation pour la réduction de la déforestation. L'idéal est de protéger les zones tropicales forestières et lutter contre toute exploitation illicite. Enoch Issei. Le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo ont officiellement lancé lundi un partenariat en marge de la COP27 tenue en Égypte pour travailler sur la préservation de leurs vastes forêts tropicales menacées par l'exploitation et l'agriculture dans le cadre de la recherche des solutions climatiques. La signature de cet accord s'est déroulée ce mardi 15 novembre 2022. Pour le ministre indonésien des Affaires maritimes et d'investissement, Bensar Panjaitan, nous avons besoin de coopérer avec d'autres pour atteindre des objectifs communs. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire tant, a-t-il dit à la veille du sommet des grandes économies du G20. Cet accord appelle à l'indemnisation de ces trois pays par la communauté internationale pour la réduction de la déforestation en se concentrant sur des sujets communs tels que le financement climat et les prix de la tonne de carbone sur les marchés des crédits carbone. D'un côté, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est dit protéger la forêt amazonienne serait son cheval de bataille. Il a promis de travailler à une déforestation zéro. Le Brésil est également représenté au G20 de ce mardi et mercredi. De l'autre côté, la République démocratique du Congo, qui abrite 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, s'est attirée des critiques après la mise aux enchères des blocs pétroliers situés dans des zones sensibles. La ministre congolaise de l'Environnement, Eve Bazaïba Mazoudi, a rassuré que les trois pays pouvaient offrir des solutions au changement climatique. La planète devient de plus en plus chaude, donc l'humanité a besoin des forêts tropicales pour fixer les CO2, a-t-elle dit dans ses communiqués indonésiens. Total Energy, la compagnie mondiale de production et de fourniture d'énergie, ne viendra pas s'installer au Congo-Kinshasa pour diverses raisons. L'annonce a été faite par son président-directeur général Patrick Pouyanné devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Mais est-ce un coup dur à l'image de la RDC? Dieudonné Boinali nous en dit davantage. Le climat actuel des investissements inquiète plus d'un investisseur intéressé par le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. L'argent des investisseurs n'aime pas les bruits des bottes ni les coups des canaux, dit-on. Total Energy, la compagnie multi-énergie mondiale de production et de fourniture d'énergie, pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz vert, renouvelables et électricité, ne viendra pas au Congo-Kinshasa pour diverses raisons évidentes. Annonce faite par son président-directeur général Patrick Pouyanné devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. J'ai répondu, je pense. Alors, Monsieur Faure, non. La RDC, en l'occurrence, il n'est pas question. Je l'ai affirmé plusieurs fois. Nous n'irons pas en RDC. Nous ne sommes pas candidats. Il n'y aura pas de RDC chez Total Energy pour diverses raisons. Des raisons sécuritaires, des raisons évidentes. Donc, la RDC et nous, c'est non. J'ai beau le répéter, mais je vous le redis solennellement, il n'y aura pas, Total Energy ne sera pas en RDC. Voilà, pour faire du pétrole. Et donc ce fameux tuyau ne servira pas à faire cela. Créée en 1924 pour permettre à la France de prendre toute sa place dans la grande aventure du pétrole et du gaz, la compagnie Total Energy n'a jamais cessé depuis d'être animée par un authentique esprit pionnier. Autre chose à présent, les professeurs de l'université de Kinshasa ont suspendu la grève décrétée depuis le 20 juillet dernier.
L'annonce a été faite au cours de l'Assemblée extraordinaire tenue ce mardi à l'Unikin. Après un vote, l'assistance a opté pour la suspension de la grève, mais avec moratoire jusqu'au 31 janvier 2023. Et cela pour permettre, disent-ils, au gouvernement d'honorer les accords de Bibois. Gisèle Malamba et Stani Samba. La nouvelle est tombée au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de la Poukine tenue ce mardi 15 novembre 2022 dans la salle de promotion de l'Université de Kinshasa. Les professeurs, après un examen de la situation de la grève, ont décidé, après vote, de suspendre la grève avec moratoire jusqu'au 31 janvier 2023. Ceci pour permettre à l'exécutif national d'honorer les accords signés à Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales de professeurs en ce qui concerne la récupération du pouvoir d'achat, la distribution des véhicules jusqu'au dernier bénéficiaire, la correction des grades pour la prime institutionnelle et les salaires de base, le paiement des indemnités de recherche échues, la mécanisation des nouveaux docteurs au T1 2023. Cette décision qui réjouit les bénéficiaires, c'est-à-dire les étudiants qui demandent au gouvernement de montrer sa bonne foi dans ce dossier pour un aboutissement heureux. Il est à noter que la prochaine évaluation se fera le 7 février 2023. La situation de l'état de la route qui conduit vers le port Mamaïkene dans la commune de Maluku inquiète. Son état de délabrement rend la situation pénible, compliquant ainsi la sortie de marchandises pour le centre-ville, ce qui suscite plusieurs réactions de la part de la population. Patricia Mabungu était sur place. La voirie de la commune frontalière de Maluku est dans une situation qui laisse à désirer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette municipalité, il n'y a pas de caniveau, occasion d'inondations et de moustiques. La route menant au port, quant à elle, est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation inquiétante pour la population sollicite l'implication des détenteurs du pouvoir public pour trouver la solution à ce calvaire. Mais les difficultés que nous rencontrons ici, c'est l'état des liés. Les routes ici. Quand vous avez quitté là-bas, quand vous arrivez à Paulino, je pense que vous avez vu l'état des liés. Comment est-ce que nous devons évacuer les marchandises? Les marchandises quittent ici pour arriver au centre-ville à Kinshasa. Premièrement, les difficultés des liés. Et puis deuxièmement, pour l'infrastructure, l'environnement, vraiment, les mamans souffrent ici sérieusement. Vraiment, nous demandons à notre gara, notre papa, Jantini Ngobila, c'est notre gouverneur des provinces de Kinshasa, qui nous sont GP. Tenez compte des liés. Quand vous quittez Paulino, vraiment c'est tellement difficile. Les motocyclistes qui exploitent ces tronçons n'ont pas resté indifférents. L'état d'impraticabilité de cette route entame même leur rendement journalier. Cette situation nous inquiète. Pas moyen de bien travailler, vous-même vous avez vu comment j'ai tombé. Nous demandons aux autorités de tenir compte de notre situation, car le travail que nous faisons nous aide à nourrir nos enfants et à les scolariser. Le SOS lancé au dépositaire du pouvoir de tenir compte de ce cri d'alarme de la population de ce coin de la capitale RD congolaise. D'un calvaire à un autre, à Kinshasa et le système D, une véritable économie informelle prospère depuis des années dans plusieurs villes de la RDC, notamment avec des vendeurs ambulants. Mais depuis un certain temps, ces vendeurs sont pourchassés par la police qui interdit ces entreprises sans adresse fixe dans le centre-ville. Damani Mujinga, Maryse Boleli et Ene Kabamba ont rencontré ces commerçants qui ont expliqué leur quotidien. Suivez. Les taux d'accroissement de vendeurs ambulants à Kinshasa a largement augmenté au fil des années. Il est inévitable de le croiser dans le lieu public, transportant leurs marchandises sur la tête ou quelques-uns sur eux. Nombreux en ont fait leur gagne-pain en raison du manque d'emploi en RDC. Au marché central de Kinshasa, la plupart d'entre eux sont confrontés à de nombreuses difficultés, principalement les différentes tracasseries policières. J'ai des bénéfices, mais plus comme avant. Le paquet de sachets, je l'achetais auparavant à 1500 francs et aujourd'hui je l'achète à 2500 francs, voire 3000 francs. La marchandise a vraiment augmenté, on n'a plus de gains comme avant. Nous, la police ne nous dérange pas souvent, contrairement aux autres vendeurs ambulants. Je suis responsable. Je suis parent, j'ai des enfants. Je viens ici au grand marché me débrouiller en vendant ces yaourts. Le seul problème que nous rencontrons ici, c'est la tracasserie avec la police. Ils nous obligent à payer 500 francs tout le temps par jour.
on peut payer autant de fois. Nous sommes dans la rue par manque de travail, alors on se débrouille puisqu'on ne veut pas être délinquant ou malfaiteur. Pour certaines langues, les travaux de construction du grand marché toujours en suspens, depuis près de 2 ans maintenant, seraient l'une des raisons de la multiplication de vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants deviennent de plus en plus nombreux parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur pour vendre. Cela fait plusieurs mois depuis que les travaux au sein du grand marché ont débuté et cela pénalise plusieurs vendeurs. La population quinoise est nombreuse. Il faut que les travaux aillent vite pour permettre aussi la circulation de véhicules, des taxis motos et des personnes. Les avenues sont également bloquées. Disons aussi que la condition socio-économique précaire dans laquelle se trouvent plusieurs Congolais, ou particulièrement les Quinois, constitue une des causes de cet état de choses. La population quinoise s'est accommodée à ces climats en créant de petits emplois, afin d'avoir ne fût-ce que de quoi se nourrir le soir. Le 15 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'écrivain emprisonné. Une journée organisée depuis 1981 afin d'attirer l'attention mondiale sur les écrivains et même les journalistes qui font face à de nombreuses contraintes et sévices dans le cadre de leur travail. À cette occasion, la rédaction de Géopolis a tendu la perche à un dramaturge congolais. Cash Katende parle des conditions du travail des écrivains. Il a été joint par Voldy Kenki. Cette journée est organisée depuis 1981 afin d'attirer l'attention mondiale sur des écrivains et des journalistes dont le travail leur attire de représailles. Il n'y a pas si longtemps, le 10 novembre 1995, très exactement, l'écrivain nigérian Ken Saro-Wiwa a été pendu pour avoir défendu les droits de son ethnie minoritaire dans une région d'agriculture et de pêche spoliée et dévastée par l'exploitation pétrolière. Ses convictions l'avaient amené à plaider jusque devant la Commission des droits de l'homme. À en croire Cash Katende, écrivain et dramaturge de profession, cette journée est une journée extraordinaire dans le sens où un écrivain emprisonné, il n'en reste pas moins un être libre parce qu'il est relié à la vie, aux sources des lumières par lesquelles passe la beauté céleste. Le 15 novembre 2022, la journée mondiale de l'écrivain emprisonné. Je pense à tous ceux qui ont l'art, qui sont reliés à l'esprit, qui sont reliés à la vie, qui ont l'art d'écrire, mais qui se retrouvent pour une raison ou une autre en prison. Et je remercie tous ceux qui ont pensé à réserver cette journée pour célébrer ces milliers, ces centaines d'écrivains en prison. Ils n'ont pas tort. Alors, la force de l'art, c'est quoi? C'est qu'un écrivain emprisonné, il n'en reste pas moins un être libre parce qu'il est relié à la vie, il est relié aux sources de lumière par laquelle passe la beauté céleste et il écrit des œuvres extraordinaires. Donc c'est une journée extraordinaire. Quelques chiffres, depuis novembre 2004, d'après le comité de peine international pour les écrivains en prison, pas moins de 699 écrivains ou journalistes ont été attaqués, harcelés, enlevés, jetés en prison ou menacés de mort. 12 ont disparu, 28 ont été tués. En sport, les léopards locaux ne voyageront plus en Turquie pour leur stage en préparation en marge du CHAN 2023. Et pour cause, l'annulation du match amical qui devait se jouer face à la Gambie. Le 11 national A' va poursuivre sa préparation sur place à Kinshasa. Blaise Kouzola. Encore un nouveau rebondissement autour de la sélection locale de la RDC qui devrait se rendre en Turquie en vue de participer à un stage de préparation pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Pour ce faire, la Fédération congolaise de football association FECOFA, en accord avec le ministère des Sports et Loisirs, ont décidé d'annuler ces stages initialement prévus en Turquie. Les raisons évoquées sur l'annulation de ces stages sont notamment du fait que la Gambie, probable adversaire de la RDC, a annulé son match contre la sélection. Aussi, les attentats qui ont été constatés en terre turque le soir du dimanche 13 novembre dernier. Ainsi donc, les hommes d'Otis Ngoma vont rester à Kinshasa où ils vont se rassembler et jouer contre la sélection du Congo-Brazzaville afin de pallier à ces premiers stages programmés avant en Turquie.
Toujours en sport, le décompte a commencé pour la Coupe du Monde. La grande fête du ballon rond se joue au Qatar et commence dimanche prochain. La RDC ne sera pas de la partie, mais plusieurs footballeurs d'origine congolaise seront à ce grand rendez-vous. Blest Kuzola nous fait la revue d'effectifs des joueurs phares d'origine de la RDC qui honorent leur patrie d'accueil. Suivez. Du 20 novembre au 18 décembre 2022, tous les regards seront tournés vers le Qatar pour la grande messe du football mondial. Cette compétition au Qatar sera la 7e et la dernière édition à compter 32 participants depuis 1998. 32 nations au total, dont 5 équipes africaines prendront part à ces grands événements de l'année. La République démocratique du Congo sera quant à elle absente pour la énième fois de ces mondiales après son élimination face au Maroc lors de la double confrontation pour le compte de barrage en mars dernier, mais sera tout de même représentée par plusieurs de ses fils originaires qui ont choisi de jouer pour leur pays d'adoption. En France, on retrouvera Axel Dissassi, défenseur de l'AS Monaco, qui remplace Preslin Kimpembe, un autre originaire du pays. Ce joueur participera pour la première fois à une Coupe du Monde et à sa première convocation avec le Bleu. Il y a aussi Steve Mandanda et Christopher Nkunku. En Belgique, on retrouvera Yuri Tillmans, Luis Openda qui jouera sa première Coupe du Monde, Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. 5 nations africaines représenteront le continent. Il s'agit entre autres du Sénégal, de la Tunisie, du Cameroun, du Maroc et du Ghana. Notons que la compétition se jouera dans 5 villes et 8 stades construits pour vibrer au rythme du plus grand événement du football mondial. Place à présent à la page internationale. La Guinée équatoriale s'apprête à organiser les élections générales ce dimanche 20 novembre 2022. Le chef de l'État sortant de ce pays, Teodoro Obiang Nguema, est candidat pour un nouveau mandat. Réélu en 2016 avec plus de 93% de suffrages, le chef de l'État espère rempiler afin d'améliorer encore davantage les conditions de vie de ses concitoyens. Edouard Funda. Le 20 novembre 2022, la Guinée équatoriale verra surtout son territoire, ses citoyens en âge de voter défiler aux urnes. Le président sortant Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est en lice pour son 6e mandat à la tête du PDG, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, lors d'une coalition de 14 partis. Lors de l'ouverture de sa campagne en septembre 2022, avec un meeting dans la ville de Belibiing, frontalière du Cameroun, le dirigeant a déclaré avoir été choisi par les instances du parti parce qu'il est le symbole de la paix qui règne en Guinée équatoriale. Dans son programme politique, il réitère son engagement à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Réélu en 2016 avec plus de 93,7% de suffrages, le chef de l'État équato-guinéen compte poursuivre le développement de son pays au lendemain de la victoire qu'escompte son parti, le PDG. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire, le terrorisme et le changement anticonstitutionnel dans le gouvernement d'Afrique que son pays a accueilli du 25 au 28 mai 2022 a été une occasion pour les dirigeants de chercher des solutions aux conflits armés, aux implantations des déplacés, à l'insécurité politique et alimentaire, des problèmes qui plombent l'élan du continent. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est né le 5 juin 1942. Militaire de profession, il occupe plusieurs postes sous la présidence de San Francisco Macias Nguema. En 1979, il devient le dirigeant de la Guinée équatoriale d'abord comme président du Conseil militaire suprême de 1979 à 1982, puis président de la République depuis 1982.